Aujourd'hui, c'est l'abondance. Je viens de récolter au-dessus de 150 kg de légumes dans notre jardin potager. Et aujourd'hui, je vous donne des trucs pour en ajouter davantage dans votre jardin, étirer la saison et amener toute cette belle diversité jusqu'au cœur de l'hiver. Ça y est, on vide le jardin aujourd'hui. Et vider le jardin comme ça, c'est toujours l'occasion de faire un bilan sur à la fois nos récoltes, à la fois l'état global de notre jardin. Mais moi, j'avais envie de faire un petit bilan avec vous avant de commencer. En fait, je voulais d'abord vous remercier d'avoir été là toute la saison avec nous sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là puis de vous aider, de vous transmettre un peu à la fois ma passion, mais aussi des conseils, des trucs pour vous aider dans votre saison de jardinage. Fait que si j'ai réussi à vous aider ne serait-ce qu'un tout petit peu, de vous donner un truc à un bon moment, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que c'est mission accomplie. Et puis, si vous souhaitez aller un peu plus loin, sachez qu'à l'Académie potagère, on enseigne aussi à travers des formations complètes, des ateliers. On a beaucoup de ressources sur notre site web. Donc, si vous n'êtes jamais allé visiter notre site web, c'est un bon moment pour le faire en hiver. Donc, allez voir ça sur academiepotagère.com. Ça va me faire plaisir de continuer à vous aider dans cette belle aventure qui est le jardinage. Donc, on se lance. Voilà, on a vidé aujourd'hui le jardin potager et puis, on avait déjà commencé quand même à le vider dans les dernières semaines. Mais là, c'est un petit peu le coup de mort. On sort tout. Il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi on a décidé de sortir ça maintenant. On est un petit peu avant la fin octobre. Selon les années, la date, elle va changer là, pour vider le jardin de plus ou moins une semaine, des fois 2 semaines. Il faut savoir qu'ici, au Québec, si vous n'êtes pas au Québec, c'est important de récolter la plupart de ces cultures que je vais vous présenter avant les premiers très gros gels parce qu'ils peuvent endommager ces cultures-là. Et plus on attend, plus il y a des risques qu'il y ait d'autres petits animaux, que ce soit des rongeurs ou des plus gros mammifères, en fait, qui viennent manger dans votre jardin potager. Et donc, il faut éventuellement les récolter. Cette année, en 2024, on aurait pu attendre encore 1 semaine à 2 semaines. Mais pourquoi on l'a récolté aujourd'hui? C'est parce qu'on a commencé à avoir des cerfs, à avoir des chevreuils qui commençaient à réellement brouter. Ils se sont comme mis à leur aise et puis j'avais rien pour vraiment les contrer. Il était trop tard pour que je me mette à clôturer à cette période-ci de l'année. Donc, à un moment donné, j'ai juste décidé de tout sortir pour être sûr de garder notre récolte dans nos frigos et de pas trop s'en faire manger. Puis j'avais peur aussi qu'on découvre beaucoup de pourriture dans nos carottes. Comme je vous avais expliqué dans les 2 dernières capsules, le feuillage était vraiment malade. Je pense que c'était de l'alternariose de la carotte. C'est difficile toujours d'évaluer exactement c'est quoi la maladie, mais bref, j'avais peur pour les maladies, donc j'ai décidé de sortir plus tôt. Puis ça, c'est des décisions qui sont importantes à prendre si vous avez beaucoup de légumes de conservation, si vous êtes dans une démarche d'autonomie légumière, du moins, ou même alimentaire à plus proprement parler. À un certain stade, il faut faire attention avec le risque auquel on s'expose quand il y a une grosse partie de notre alimentation pour l'hiver ou pour les mois à venir qui est dans le jardin. Donc là, j'ai décidé de ne pas prendre de risques cette année à cause des fameux cerfs. Mais bref, les carottes, pour faire le suivi sur les maladies et puis ma crainte d'avoir beaucoup de pourriture, j'ai été extrêmement agréablement surpris de n'en trouver que très très peu. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis j'associe ça au mois d'octobre qui a été très sec ici. Donc on en a quand même eu là, des carottes qui avaient de la pourriture. Donc je les ai sorties ici, là, mais c'est vraiment marginal comparativement à tout ce qu'on a sorti. Donc souvent, ça va pourrir à partir de la pointe. Donc on peut voir sur celle-là ici, ça commençait. Donc, c'est nécrosé, puis c'est mou, c'est déjà rendu comme une genre de purée à l'intérieur. Et donc, j'associe ça au fait que octobre a été très, très, très peu pluvieux. Je note ici la pluviométrie au fil des semaines. Puis, on a eu en octobre la moitié moins de précipitations que la moyenne des 25 dernières années ici dans la région. Donc, c'est quand même... ça a aidé. Le fait qu'ils n'étaient pas trop
saturé. En fait, le sol n'était pas saturé en eau. Le fait qu'ils n'ont pas pourri finalement. Et donc, ça nous fait vraiment des belles récoltes sur 9 mètres ici. J'ai récolté à peu près 50 kg de carottes. On a un autre bac qui est à l'intérieur de la maison. Mais c'est vraiment beaucoup. Donc, on est certain d'avoir suffisamment de carottes pour tout l'hiver. D'autant plus qu'on en avait déjà dans la maison qui provenait d'une parcelle, d'une planche qui était là-bas, qu'on a récolté un peu plus tôt cet été. Donc, les carottes, c'est un grand classique. Mais il y a plein d'autres cultures que vous pouvez ajouter à votre planification, à votre jardin pour étirer le plaisir de manger ces légumes sur plusieurs mois dans l'année et pas juste pendant que votre jardin est en activité. Donc, ici, le céleri rave, je voulais vous en parler. Si vous ne faites pas de céleri rave, en fait, c'est un légume qui se conserve extrêmement longtemps. Il est plutôt versatile en cuisine. On peut le conserver facilement jusqu'au mois de mai l'année suivante. Donc, on parle de 7 à 8 mois de conservation, tout simplement au réfrigérateur. Idéalement, pas à l'air libre comme ça, parce que là, il va un petit peu perdre son humidité. On va plutôt le mettre dans un contenant, un sac hermétique ou autre. Et puis ça, c'est très versatile en cuisine. On peut définitivement en faire des super belles salades, les rémoulades, si vous les connaissez, très simple. On met ça dans le robot culinaire, une petite sauce à base de mayonnaise, jus de citron, puis et voilà, une petite salade minute. Toujours excellent. Et puis, il n'y a vraiment pas de stress à garder ça dans le frigo parce qu'on peut le garder plusieurs mois. Donc, vous n'avez pas besoin de vous presser. Puis ça, les maraîchers, les fermes maraîchères autour de chez vous, je suis persuadé qu'ils en ont présentement. C'est vraiment la grande période d'abondance. Nous, c'est un must dans le jardin. Le désavantage que j'y vois quand on le cultive, c'est qu'il va passer toute l'année au jardin potager. Donc, si vous avez peu d'espace, peut-être c'est mieux de prioriser d'autres cultures qui occupent moins de temps au jardin. Comme par exemple, mon bon ami le rutabaga. Le rutabaga, c'est vraiment, il a gagné le prix du légume de l'année plusieurs années d'affilée. Puis, en fait, le jury, c'était moi. Juste moi. Fait que, regardez ça, c'est vraiment, c'est du gros calibre. Ils sont pas tous gros comme ça, heureusement, parce que c'est pas toujours pratique d'avoir des énormes légumes. Ça a de la difficulté à rentrer dans le réfrigérateur. Ça, c'est comme un format qui est plus agréable. Mais bon, on va pas chialer contre les gros légumes, c'est vraiment pratique. C'est le fun aussi. Mais bref, le rutabaga, on les a plantés à la mi-juillet. Et donc, ici, début mai, mi-juillet. C'est quand même 2 mois, presque 2 mois plus tard, 2 mois et une semaine plus tard. Donc, au niveau de l'occupation au jardin, c'est vraiment pas la même chose. Puis, au niveau du calibre, là, on est capable d'avoir du gros calibre aussi. Puis, au niveau de la versatilité, souvent que j'entends quand les gens ils parlent du rutabaga, on va penser au potage, on va penser peut-être à des purées. Mais nous, on l'utilise, on le coupe au four, on en fait quand on fait des plaques de légumes au four, on l'utilise énormément le rutabaga. Mais moi, je vais l'utiliser dans des omelettes, je vais le couper en très petits dés, puis je vais le faire revenir dans la poêle avant d'y mettre mes œufs. Ça fait des super beaux plats avec son petit côté un petit peu sucré aussi. Ça s'associe très bien avec du sirop d'érable ou du miel. Donc, n'hésitez pas à aller exploiter le petit côté sucré du rutabaga. Puis ça aussi, ça se conserve extrêmement longtemps. Encore une fois, un réfrigérateur, un sac avec peut-être des petites perforations pour pas que ça soit 100% d'humidité. Mais ça aussi, ça se conserve jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Maintenant, quand ça fait 6 mois que vous en mangez, peut-être vous avez hâte de passer aux tomates. Mais tout ça pour dire que ça existe, puis c'est vraiment un super aliment à faire pousser au jardin. Ça pousse très facilement et ça permet de le conserver très longtemps. Maintenant, ici, je voulais vous montrer d'autres... Ça, c'est des radis d'hiver. Peut-être vous les connaissez. Les radis d'hiver, ce qui est agréable, c'est que, on va dire, oui, on peut manger frais en légumes crus, les crudités, le rutabaga, le céleri rave. Mais les radis d'hiver, ça va être leur croquant, la fraîcheur que ça amène dans l'assiette. On peut les manger comme ça en crudité avec une petite trempette, mais sinon, avec la mandoline, là, ça peut amener beaucoup de couleurs, un bon croquant pendant vraiment longtemps. Donc, en plein hiver, ça amène ça. On peut même mettre ça dans des sandwichs, donc pour remplacer la laitue. Puis, il y a toutes sortes de variétés. Je voulais vous en montrer quelques-unes. Là. Moi, j'aime vraiment ça. C'est aussi pour la couleur, parce qu'on ne veut pas juste que notre assiette soit beige durant tout l'hiver. Donc, ici,
Ça, c'est le Cayenne Bravo. Donc, il y a la peau mauve avec la chair blanche. C'est vraiment magnifique. Puis ça aussi, ça se conserve vraiment longtemps. On va le garder là, jusqu'au printemps. Puis là, récemment, ben là, il y a la ferme coopérative Tournesol avec Daniel Brisebois qui s'amuse, mais qui travaille fort, là, il s'amuse. C'est peut-être pas les bons mots, là, mais il travaille fort, en fait, à développer des nouvelles variétés de radis. Donc ça, c'est 2 variétés qu'il a développées là, dans les dernières années. C'est énormément de travail, chapeau, pour développer des nouvelles variétés. C'est vraiment difficile. Et là, dans le fond, il a fait un mélange entre un radis noir. Donc, normalement, le radis noir, il va avoir la peau noire et la chair blanche. Et là, ici, on a un mélange entre le radis noir et ici, mon radis violet. Et l'autre, c'est plutôt le radis noir avec un radis melon. Un radis melon, lui, il a la chair un peu comme un melon. Et voilà. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais c'est vraiment cool. Ça amène beaucoup de croquants puis de couleurs dans nos assiettes. Donc, moi, j'apprécie beaucoup les radis d'hiver. Il suffit d'avoir le bon dosage parce qu'on ne veut pas avoir de pertes non plus. Donc, c'est pour ça que chaque année, quand on fait une planification, il faut prendre en note un petit peu qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on a moins aimé cette année-là pour réévaluer les quantités et réévaluer aussi les superficies qu'on alloue à chacun de ces légumes-là pour que tranquillement, notre production s'aligne davantage avec nos besoins et que le temps qu'on y investit, ben, ça soit réellement pour des légumes qu'on va avoir envie de manger quand le temps sera venu. Puis si on a nos betteraves, là, on n'en fait pas énormément. On en fait juste un petit peu pour majoritairement des plaques de légumes au four, puis des fois en salade en hiver, on aime ça aussi. Mais ce qu'on apprécie, c'est aussi, encore une fois, les couleurs. Là, je les ai coupées, mais ils ont un petit peu séché. Mais ça, c'est la Chioggia. Donc, on voit ces marbrés rouge et blanc, vraiment magnifiques. Ici, on a la Badger Flame. Là, c'est marbré jaune et orange, comme du feu. Vraiment magnifique. Ça aussi, ça amène beaucoup de couleurs dans les plats en hiver, lorsque tout est gris ou blanc, selon. Puis là, ici, on a nos betteraves rouges, des classiques. Puis j'aime beaucoup aussi faire pousser des choux, parce que ça aussi, ça se conserve vraiment longtemps. Puis particulièrement, les choux rouges. On fait des choux de Savoie. Mais les choux rouges, par la densité de la pomme, ça se conserve vraiment plus longtemps que les choux de Savoie, par exemple. Donc, c'est bien aussi quand vous faites des légumes comme ça pour la conservation longue, de varier un petit peu les variétés, parce que des fois, le temps de conservation va être différent. Donc, vous pourrez finalement étaler votre urgence à manger ces légumes-là. Donc, souvent, on va manger les choux de Savoie d'abord, puis on va finir avec les choux rouges qui sont vraiment beaux cette année. C'est du beau calibre, puis c'est tellement dense. Je crois qu'un chou rouge comme ça pèse autant qu'un chou de Savoie gros comme ça, juste par la densité. Puis, faudrait vraiment pas lancer ça sur quelqu'un, parce que ça ferait mal. Puis, là-bas, ici, il y a nos poireaux. Puis je pense qu'en 5 ans qu'on fait un jardin comme ça, on n'a jamais eu des aussi beaux poireaux. Ils sont vraiment magnifiques. Ça tombe bien parce que nos oignons cette année, ils ont été malades très rapidement, puis c'était une récolte assez décevante. Donc on va finalement manger davantage de poireaux cette année. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ils sont vraiment beaux. Comment déterminer qu'un poireau est réussi, là, c'est vraiment par la longueur du fût blanc. Donc, peut-être êtes-vous habitué de voir ça des fois en supermarché, des poireaux avec des très longs fûts blancs. Sachez qu'en production, quand on les fait, c'est quand même un bon défi. Donc, moi, je suis vraiment heureux puis satisfait de nos poireaux. Et puis, ici, c'était seulement sur à peu près ça, 2,50 m de poireaux, un gros bac. J'ai envie de dire un 12-15 kilos de poireaux que je vais congeler. Je vais couper les fûts puis je vais les congeler. Puis quand je vais en avoir besoin, je vais les sortir puis je vais les cuisiner, tout simplement. J'espère que
en vous présentant ces différentes cultures, ça vous donne le goût, en tout cas, de les ajouter dans votre assiette, que ce soit de les ajouter dans votre jardin potager ou de les ajouter dans votre assiette en allant vous les procurer chez des fermes maraîchères de votre coin ou par l'entremise de différentes initiatives comme des AMAP, comme des paniers bio d'hiver. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous rapproche vraiment d'une connexion qui est plus ancrée dans notre terroir, puis aussi plus ancrée dans nos racines. Puis ça nous oblige un petit peu à faire preuve de créativité lorsqu'il vient le temps de cuisiner. Puis ça nous permet aussi d'apprécier davantage quand les autres cultures d'été arrivent, comme les concombres et les aubergines et les tomates de ce monde. Donc, il y a une très grande diversité de légumes que vous pouvez ajouter dans votre assiette, dans votre jardin potager. Ça, c'est juste une partie de ce que je voulais vous présenter. On en a déjà récolté d'autres auparavant. Puis, moi, je vous laisse là-dessus. Je vais aller poursuivre le nettoyage puis l'entreposage de tout ça. Si vous avez apprécié la capsule, laissez-nous le savoir en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez encore des légumes dans le jardin, allez y jeter un coup d'œil. Et puis, on se revoit dans la prochaine capsule. Salut!